Bonsoir, salam alaikum, Azoul Flaouen, marhaba bikoum sur Microscope. Ce soir, nous allons revenir avec nos invités à la libération du professeur, de l'historien Mohamed Lamine Belghit. Voilà. Mais nous allons quand même se poser une question par rapport à la libération d'autres détenus. Donc, Boualem Sansal libéré, Mohamed Lamine Belghit libéré et les autres. C'est le titre de notre émission de ce soir. Et avec moi pour en parler, Azdine Toumi, depuis Alger, militant politique. Azdine Toumi, bonsoir. Bonsoir Houssine, bonsoir à tes invités, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis heureux d'être parmi vous sur ce débat. Merci pour votre invitation. Merci Azdine. Avec nous aussi Adel Boucherguine, défenseur des droits de l'homme, militant politique. Adel, bonsoir. Adel Boucherguine. Allô? Oui, Adel, bonsoir. Bonsoir Hussein, bonsoir Azdine et bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Merci. Alors, je vais commencer par vous, le défenseur des droits de l'homme, Adel Boucherguine. Comment vous avez appris cette nouvelle de la libération de Belghit, au même temps où beaucoup de voix justement s'élèvent, j'allais dire, dans les deux rives de la Méditerranée, justement, qui appellent à la libération de tous les détenus? Bonjour Hussein. Bon, la libération de Mohamed Lamine Belghit est une bonne chose parce que personne ne doit être en prison parce qu'il a dit quelque chose de grave ou de moins grave, ou il a exprimé une opinion politique, ou quelle que soit l'opinion, ne doit pas nous mener en prison. Toute opinion doit être traitée par le débat contradictoire. Il faut apporter la contradiction à tout ce qui nous gêne, à tout ce qu'on voit qu'il est néfaste, par exemple pour l'unité nationale ou pour les intérêts du pays ou quoi que ce soit. Il faut toujours privilégier la voie du débat. Si vous vous rappelez bien, au lendemain de l'arrestation de Boualem Sansal, il y avait l'historien Benjamin Stora qui passe sur un plateau de télé et qui démonte point par point les allégations, les mensonges historiques et tout ce pour lequel Boualem Sansal a été emprisonné. C'est ainsi, normalement, dans les pays démocratiques et dans des États fondés sur le droit qu'on doit traiter ces questions. C'est à travers le débat contradictoire, c'est à travers l'autre avis, c'est à travers la politique qu'on peut régler ce genre de situation et non pas emprisonner des gens parce qu'ils ont exprimé des avis. Revenons maintenant à Mohamed Lamine Belghit. Beaucoup d'analystes, beaucoup de militants ont analysé cette grâce présidentielle accordée par le chef de l'État à cet universitaire par le fait de vouloir contrer le projet du MAC, comme vous savez, la prétendue déclaration d'indépendance de la Kabylie qui a été faite ce dimanche à Paris. Mais je pense que les décideurs se trompent. Ce n'est pas avec quelqu'un qui ressemble au MAC qu'on doit contrer le MAC. Il faut un vrai projet politique, un vrai projet de société. Il faut du débat, il faut de la libre expression, il faut une presse libre, il faut de la liberté d'expression, il faut des débats, il faut ouvrir en fait les médias à toutes les voix du pays qui s'expriment pour pouvoir contrer et le projet de Farhat Mehni et le projet de Belghit, parce que ce sont deux projets néfastes qui s'expriment au milieu de notre société. Ce sont deux visions racistes, ce sont deux visions xénophobes, ce sont deux visions basées sur le déni, ce sont deux visions basées sur tout ce qui n'est pas algérien et tout ce qui ne relève ni de notre identité, ni de notre histoire, ni de notre Algérie que nos ancêtres ont rêvé
même la révolution de 54-62. C'est justement la pratique politique, la vraie politique, le débat sincère, le débat libre qui doit être privilégié pour contrer ces projets néfastes pour la société. Et par rapport donc à ces appels Adel Boucherguine pour libérer tout le monde, nous avons même eu droit à une déclaration de Louise Hanoun qui appelait à une amnistie générale. Oui, je pense que nous avons été un petit peu naïfs après la libération de Boualem Sansal. Nous croyons que le pouvoir se dirigeait vers une forme d'apaisement dans notre pays. Malheureusement, il n'en est pas le cas. Donc, il est en train de libérer un par un chacun à quoi obéit sa logique de libération, comme la libération de Boualem Sansal qui obéit à un chantage, à une pression internationale, à des chefs d'État, à des lobbies puissants qui ont exercé leur pression sur l'Algérie et l'Algérie a fini par le libérer. Et Mohamed Lamine Belrite, pour contrer un autre projet comme je viens de l'expliquer, maintenant, je pense que ça suffit. Il faut libérer tous les détenus politiques et d'opinion. Comme vous le savez, comme on le répète à chaque émission sur vos plateaux, l'Algérie est devenue aujourd'hui invivable, c'est-à-dire des centaines de militants et de citoyens sont emprisonnés pour le fait d'exprimer une opinion politique. D'autres centaines sont interdits de quitter le territoire national, des militants dans la diaspora qui sont interdits de rentrer dans leur pays et d'autres, plus graves encore, sont refoulés au fait qu'ils ont voulu rentrer dans leur pays. Je pense notamment au journaliste Farid Alilet et la militante Nassera Dutour. Je pense que toute cette situation non seulement étouffe le pays, mais favorise des projets comme celui du MAC ou de Belrite, c'est-à-dire favorise le radicalisme, il favorise la xénophobie, il favorise le racisme, il favorise tout ce qui n'est pas dans notre identité, tout ce que nous ne souhaitons pas pour notre Algérie. Adel, une autre question, Adel, pour vous, le défenseur des droits de l'homme, justement. La question de la grâce présidentielle est posée en ce moment. Il y a un débat autour de cette question. Est-ce que le président de la République donc, a le droit de gracier tout le monde? Parce que là, on a quand même des personnes qui se sont prises à la Constitution, au fondement même de la nation algérienne. Oui, s'en prendre à la Constitution, où il faut apporter la contradiction à tout ce qui porte atteinte justement à la Constitution ou autre. Maintenant, la grâce présidentielle, c'est parmi les pouvoirs du président, c'est-à-dire la Constitution lui confère en fait de donner des grâces présidentielles à des détenus condamnés définitivement. Et j'espère que cette grâce va suivre et va toucher tous les militants qui sont aujourd'hui en prison. Merci Adel Boucherguine. Restez avec nous si c'est possible. Azdine Toumi, alors une réaction par rapport à la libération de Mohamed Lamine Belrite avant de passer à d'autres questions. Je condamne fermement les propos de M. Belrite, bien sûr, et je me réjouis de sa libération parce que je reste attaché au principe qu'aucun citoyen ne puisse être emprisonné pour ses idées ou pour ses réflexions ou pour ses études, parce que si on ouvre cette brèche, on a vu un universitaire abidjanien, sa thèse a été bloquée depuis des années.
Donc, on Vous interdit savez, aux gens de faire des réflexions sur l'histoire, de faire des travaux de recherche sur l'identité, sur notre révolution, sur nos héros de la révolution, etc. Donc là, vraiment, on rentre dans un rétrécissement dangereux qui laisse la porte ouverte à d'autres d'écrire notre histoire, de nous dicter notre passé. Donc, je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de notre pays. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ces agissements cessent et ce piétinement sur ce droit humain qui est la liberté de penser, la liberté d'expression cesse immédiatement. Bah, sinon, Asdine Toumi, nous avons quand même, vous-même, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez donc remarqué la réaction de beaucoup de militants, d'avocats même, de présidents de partis, etc., qui se sont exprimés sur cette question. Et tout le monde est content, bien sûr, pour la libération de Mohamed Lamine Belrit, alhamdoulilah, comme on dit. Mais il y a une question qui s'impose, Asdine Toumi, sur cette grâce sélective. Qu'en est-il de cette grâce sélective, Asdine Toumi? Non, d'abord, la question qui se pose, c'est pour les autres détenus. Donc, on a vu des détenus qui étaient bien avant Belrit, bien avant Sansal, en prison pour leurs idées, pour leurs pensées, pour leur position, pour leur participation à Hirak. Et il y a eu plusieurs grâces présidentielles et ils n'ont pas été concernés. Donc, voilà, d'abord, il y a ce problème, deux poids, deux mesures, parce que ça donne une idée sur la politique ou la logique du pouvoir, qui est une logique d'instrumentalisation de ces dossiers, si on peut appeler ça dossier. C'est celui de Sansal, par exemple, celui de Belrit, c'est des cartes politiques. Après, sur la manière, donc on a appris, d'après l'article d'Al Khabar, que Belrit avait demandé des excuses au Oui. chef de l'État. Alors que les propos qu'il avait tenus, il devrait peut-être demander des excuses au peuple algérien et reconnaître le fait qu'il s'est versé sur un terrain qui était un terrain contre l'unité du pays. Et donc, c'est pas demander les excuses au chef de l'État, ça, vous savez, le pouvoir. Donc, il pratique une politique, pas uniquement sur ce volet-là, mais dans la politique, dans le commerce, etc. Il vous ferme toutes les portes, il vous laisse une seule porte ouverte, c'est la porte que lui-même il contrôle. Donc, par exemple, dans l'économie, il vous fait des entraves importantes, il vous laisse une petite porte et c'est là où la corruption, il fait valoir de la corruption et ça encourage la corruption. Mais dans la politique, il vous laisse la petite porte de passer par cette petite porte qui mène à des sièges, etc., mais en négociant pour vous profiter de vous faire taire, etc. Et ça, moi, je pense que c'est une porte d'humiliation, cette grâce présidentielle qui oblige le détenu de présenter des excuses, de reconnaître son erreur. Donc, c'est une manière d'abord d'envoyer un message pour tous les autres. Est-ce que c'est un message pour les autres détenus aujourd'hui de les obliger à demander eux aussi des excuses, entre guillemets, ce qui sera perçu comme une repentance de leurs erreurs? Est-ce que c'est pour les obliger à signer sur des documents, des engagements, à ne plus s'opposer, à ne plus faire de militantisme, etc.? Je ne sais pas, mais en tout cas, nous sommes dans un pays où le chef de l'État, où le pouvoir, en tout cas le pouvoir lui-même, se donne tous les pouvoirs sur la liberté des gens, sur l'avenir des gens, et il décide de tout. Donc aujourd'hui, ce dossier, bien sûr c'est une carte politique. Peut-être, on ne sait pas, peut-être qui est inscrite dans la libération d'un autre Français qui est Christopher Glaise. Oui. D'ailleurs, hier, même moi j'ai découvert que sa famille a demandé de la clémence au président de la République via un écrit où il a demandé de le gracier, etc. Donc, vous voyez, donc,
par rapport à son aussi, il a fallu que le président allemand demande qu'il soit libéré, qu'il soit gracié, etc. Donc, il vous laisse toujours cette porte. Et ça, c'est un abus de pouvoir. Donc, c'est un abus dans l'exercice du pouvoir, c'est de l'autorité. Donc, Merci. quand vous vous donnez le droit, Oui. donc il n'y a que ce chemin qui mène vers la libération. Restez avec nous, Azdine Toumi. Adel Bouchergui, une dernière question pour vous. Hakim Saïb, qui est avocat très connu en Algérie, a écrit ceci. Si la libération de toute personne détenue pour ses idées, ses écrits ou son activisme pacifique, nonobstant nos divergences, est une bonne nouvelle en soi, elle met cruellement en lumière le deux poids, deux mesures, qui semble régir l'octroi de la clémence présidentielle. Cela pose des questions fondamentales. La justice et la clémence sont-elles devenues des instruments au service de communication politique ou de calcul circonstanciel plutôt que de principes universels? Adel Bouchergui. Bon, quand on en présente des militants politiques, on ne parle plus de la crédibilité de la justice. La crédibilité de la justice a été atteinte. Notre justice n'est pas indépendante. Ouais. Notre justice marche selon les caprices du pouvoir politique, c'est-à-dire de l'exécutif. Il y a des interférences de l'exécutif dans la justice. On en présente des militants, on en présente des journalistes, on interdit aux gens de voyager sans même pas qu'une décision de justice soit rendue. Tout ça porte un coup fatal à notre justice. On n'en parle plus. Notre justice, elle n'est pas indépendante, elle est dépendante. Ça, c'est un point. Le deuxième point, à propos de deux poids, deux mesures. Oui, il y a le deux poids, deux mesures. Je l'ai expliqué. Les deux, que ce soit Boualem Sansal ou Mohamed Belghit, obéissent à deux logiques différentes et ont été libérés sous ces deux logiques. Maintenant, troisièmement, la question de la signature des engagements, c'est devenu une monnaie courante chez le régime algérien. Moi, j'ai vu des militants de la diaspora qui étaient obligés de signer des engagements dans les consulats pour rentrer dans leur propre pays. Une fois arrivés au pays, ils sont soumis à une enquête, parfois à des Estéens de quelques mois avant qu'ils ne regagnent l'Hexagone. Dans ces engagements signés dans les consulats, on leur demande de ne plus faire de la politique, de ne plus apparaître publiquement, de ne plus parler de la chose publique, définitivement. Ça aussi, c'est, comme l'a dit Asdin, c'est non seulement un abus de pouvoir, mais aussi une pratique stalinienne, une pratique dictatoriale qui ne doit pas être pratiquée à nos concitoyens. C'est toutes ces questions, en fait. Maintenant, revenons sur la lettre qu'aurait envoyée Mohamed Belghit au président Tebboune. Personnellement, je n'ai pas vu la lettre. Comme tout le monde ne l'a pas vue, il y a des bribes qui ont été publiées dans la presse ce matin. C'est-à-dire, lui, ce n'était pas une lettre ouverte publiée, mais c'est une lettre personnelle qu'il a envoyée au président de la République, où il s'excuse et dit ne plus refaire ce genre d'erreur. C'est un petit peu lunaire quand un enseignant universitaire reconnaît que finalement son discours était faux et c'était une erreur de le prononcer publiquement. Maintenant, est-ce que on lui a demandé justement par rapport à la différence entre les engagements qu'on a vus et qui sont devenus courants et cette lettre de Belghit, est-ce qu'on lui a demandé ou est-ce qu'on lui a exigé d'envoyer cette lettre ou est-ce que c'est un effort personnel? Personnellement, je n'ai pas l'information là-dessus. Mais encore une fois, si on exige à un détenu gracié par le président d'écrire une lettre pour remercier le président pour sa grâce présidentielle et dire que j'étais dans le tort et maintenant je ne referai plus ce que j'ai fait
et les actes pour lesquels j'ai été emprisonné, c'est encore plus grave. Adel Boucherguin, يعطيك الصحة, à une prochaine fois. Azdine Toumi. Alors, cette question des droits de l'homme revient donc à chaque fois, c'est des épisodes, hein. Parfois c'est des libérations, parfois c'est des arrestations. Nous avons devant nous aussi le problème ou l'affaire de Samir Al-Arabi aussi à Béjaïa, qui est vraiment une histoire bizarre, hein. Ce qui arrive à notre ami Samir Al-Arabi. Mais beaucoup d'autres militants à travers l'Algérie, Azdine Toumi. Donc toutes ces questions posent le problème d'un système politique, d'une certaine manière justement de communiquer avec ces affaires, avec ces dépassements aussi. Et nous sommes face à un régime autoritaire, c'est le moindre qu'on puisse dire. Parfois, il emprunte même, il utilise même des pratiques du totalitarisme, donc qui ont des systèmes qui sont des pratiques des années 60, des années 70. Donc aujourd'hui, quand vous voyez comment ces dossiers d'arrestation et de libération sont gérés, quand on parle de la grâce présidentielle, moi personnellement, je ne suis pas contre la grâce présidentielle en tant que tel, un acte qui est inscrit dans la Constitution, donc qui relève des prérogatives du président de la République. Ça se fait dans tout le pays du monde, dans les plus grandes démocraties du monde. Mais c'est comment on utilise cette grâce, comment on utilise ces arrestations. Est-ce que ces grâces sont dans un sens humanitaire ou logique donc le barème s'applique à tout le monde, à tous les détenus, donc d'accord, mais quand il devient un instrument de chantage, une carte politique qu'on utilise pour asseoir le pouvoir du régime, donc là, ça devient abusif. Donc c'est là où le problème se pose. Donc aujourd'hui, il y a cette volonté de la part du pouvoir de maintenir ce climat de répression généralisée donc sur tous les secteurs, à tous les niveaux dans le pays, même au-delà des frontières du pays. Ils essayent de trouver le moyen, comment d'en faire pression sur cette diaspora qui continue de plaider la cause des détenus, de demander encore, parce qu'à l'extérieur, il y a quand même des espaces plus et des marges de manœuvre pour pouvoir s'exprimer, etc. Donc, ils essayent de trouver le moyen comment museler la diaspora. Souvenons-nous, dernièrement, ils ont remis sur la table, ou bien mis sur la table, ce projet de loi pour la déchéance de nationalité, etc. À l'intérieur du pays, donc voilà, c'est comme ça. Donc, dès que vous touchez vous franchissez certaines lignes, mais qui tracent les lignes? Est-ce que les lignes qui sont tracées aujourd'hui par le pouvoir, c'est des lignes qui sont dictées par un projet de construction d'un État de droit ou d'une démocratie ou s'inscrit dans une Algérie dans l'unité nationale? Moi, je pense que ces lignes rouges que le pouvoir a tracées, il les a tracées pour maintenir, pour protéger son pouvoir à lui-même, pour se maintenir. Donc, toutes ces lignes rouges, ça ne... Oui, mais justement, ces lignes rouges, c'est très bien dit Azdine Toumi. Qui dessine ces lignes, justement, aujourd'hui? C'est le pouvoir qui les dessine pour des impératifs liés au maintien de son pouvoir. Donc, vous prenez la carte, par exemple, du régionalisme du temps de Hirak. On a vu des jeunes se retrouver en prison parce que, tout simplement, ils avaient porté le drapeau amazigh, qui est un drapeau qui ne symbolise ni le séparatisme, ni la Kabylie, ni l'Algérie. Ça symbolise toute la Berbérie historique qui est à cheval sur plusieurs pays, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, etc. Donc, pour des impératifs liés au maintien, à la protection du système, donc pour casser le Hirak, le pouvoir il n'a pas hésité à utiliser cette carte
qui est une carte de régionalisme pour casser le hirak. Mais aujourd'hui, si quelqu'un donc aborde la question d'identité ou fait un travail de recherche ou essaye de mettre sur la table un débat lié à la diversité de notre société, lié à l'histoire de notre peuple, ah ben, il peut se retrouver en prison. Ou tout simplement quelqu'un qui aborde des questions liées à notre histoire, à notre révolution, essayer de mettre de la lumière sur certaines zones d'ombre. Je pense que le peuple algérien aujourd'hui, avec toute dans sa diversité, il a le droit d'aborder d'une manière sereine et pragmatique, dans toute transparence, son passé. Tout son passé, donc identitaire, révolutionnaire, donc politique, tous ces combats, il a besoin de les voir d'une manière décomplexée, d'une manière détachée de tout sentiment comment dirais-je, de haine et de racisme. Allô? Oui, oui. Oui, oui, Vous m'entendez? Oui, oui, très bien, 5 sur 5. Donc aujourd'hui, ce verrouillage et cette volonté de restreindre tous les espaces où les Algériens peuvent s'échanger, où il y aurait ce contact où nos différences peuvent être dépassées, parce que c'est avec les débats qu'on peut dépasser nos différences et vivre en harmonie dans notre diversité. Ben, nous, aujourd'hui, donc, en interdisant à nos historiens, donc vous avez cité le nom de l'Arabie, et je trouve ça, c'est sidérant qu'aujourd'hui, dans un lieu du savoir, un lieu de la science, un lieu où se fabrique toute l'élite d'une société moderne qui est l'université, ben non seulement on empêche les débats, parce que pendant des années, même du temps de Bouteflika, on a tout fait pour casser le débat politique, pour casser le débat tout court à l'université. Donc aujourd'hui, on est allé sur le terrain de la science et du travail de recherche. On interdit aux gens de faire ce travail scientifique. Donc on réduit en fait l'université à un simple endroit où on distribue des diplômes à la fin d'un cursus. Après, on le met sur le marché du travail et on serait très content et heureux et fier de lui donner une allocation chômage de 15 000 ou de 18 000 dinars. Donc voilà, au lieu que cette université puisse nous donner une élite où immerge dans la politique, dans l'économie, dans tous les secteurs. Donc, c'est un tout. Donc, aujourd'hui, je pense que ce pouvoir, il doit enfin regarder la réalité en face, que toute la politique qu'il avait menée depuis des années n'a donné que des résultats négatifs. Aujourd'hui, nous sommes face à une société algérienne. C'est une société divisée qui n'arrive pas à se mettre en cohérence. Donc, dans ce vivre ensemble, se mettre en cohérence avec notre histoire, tout simplement, qui est une histoire qui est millénaire, où tous les combats étaient sur la base justement de se créer cette société qui puisse se vivre en harmonie. Merci Azdine Toumi. Je ne sais pas si nous sommes rejoints par M. Hassani ou pas encore. بناء على الدستور لا سيما المادتان 91 87 و182 منه، وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 182 من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون
مرسوما رئاسيا أصدر بموجبه عفوا كليا لباقي العقوبة عن المحبوس المحكوم عليه نهائيا المدعو محمد الأمين بلغيث. Azdine Toumi, donc juste après la déclaration, la proclamation du MAC donc, pour sa république virtuelle, et on a la libération de beaucoup, ont quand même essayé de faire des liens entre les deux positions. Moi, je pense que la relation entre l'Algérie et la France, c'est un dossier très important sur la table du pouvoir à Alger. Hein. Donc, il y a ce journaliste qui est toujours en prison, qui est condamné à 7 ans. Le dossier de Sansal a pesé lourd sur l'avenir des relations franco-algériennes. Donc, ils se sont débarrassés, entre guillemets, de ce dossier. Et il reste le dossier de Guelez. Il faut trouver le moyen aussi parce que ça constitue, à mon avis, un élément de blocage de la reprise du dialogue dans ces relations. Moi, je n'imagine pas que le ministre de l'Intérieur français, Nunez, puisse se déplacer à Alger et revenir à Paris sans qu'il y ait la libération de ce journaliste. Ça reste mon avis. Donc, je pense que ces jours-ci, surtout avec la lettre de la famille de Guelez qui demande au chef de l'État de le gracier, avec la grâce de Belrite, je pense qu'on est on est face à un schéma où on essaye de trouver le moyen de se débarrasser de ces dossiers-là pour passer à autre chose. D'autant plus que donc on a vu, ça a circulé sur les réseaux sociaux quand la préfecture des Yvelines avait interdit la manifestation qui devait se tenir, donc qui a été organisée par le mouvement du MAC, donc à Versailles, pas loin du château, donc ça a été interdit, sans autant interdire l'activité du MAC sur le sol français. Donc d'une manière ou d'une autre, la France a essayé d'envoyer peut-être un message. Donc, moi, je pense qu'à ce niveau-là, il y a des tentatives de part et d'autre de se débarrasser de tout ce qui est en train de bloquer ce dialogue et d'aller de l'avant. Après, les réponses, on a vu, parce que le pouvoir, vous savez, des fois, il est, dans la majorité des cas, il est devant le fait accompli, il est à court d'idées. Donc, on a vu dépêcher un chef de parti, un parti qui est complètement rejeté par le peuple, désavoué, disqualifié par la population par millions pendant le Hirak, où ces anciens responsables se sont retrouvés en prison, qui est le RND. On a vu une opération de ballons blancs, verts et rouges. Voilà à peu près, donc voilà les idées sur lesquelles le pouvoir. Or, l'unité nationale, elle ne se limite pas à lâcher des ballons dans le ciel comme ça, ou à brandir les drapeaux algériens dans les villages à Tizi Ouzou ou à Abidjaya. Donc, je pense que la population, que les Kabyles sont comment dirais-je, sont capables de répondre d'une manière plus importante, plus forte que le lâcher des ballons, donc à travers un rejet à la base. Azdine Toumi, c'est très bien dit, parce qu'avec nous, en ce moment même, Rachid Hassani, qui est cadre du RCD, chargé à la communication, le RCD, qui est un parti national très implanté en Kabylie surtout, puisqu'on parle de la Kabylie. Rachid Hassani, bonsoir. Bonsoir à tes invités, bonsoir à tous ceux qui regardent bien l'instant et merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, Rachid Hassani, peut-être une première réaction sur cette histoire du MAC, d'une république kabyle. Rachid Hassani. Allô? Oui.
Makash Rachid. Bon, Azdin Toumi, je reviens vers vous en attendant le retour de Rachid Hassani. Apparemment, il y a un petit problème technique. On va essayer de le recontacter, Hassani, peut-être par téléphone, hein, tout simplement. Azdin Toumi. Donc, j'allais poser une question justement par rapport à cette déclaration du MAC à Azdin Toumi. Est-ce que la stratégie, c'est créer une polémique pour en cacher une autre? En tout cas, d'abord, il faut revenir aux origines. Comment on est arrivé là? Justement, je parlais tout à l'heure de cette question de régionalisme. Le pouvoir a tendance, et tout le système, hein, pas uniquement le pouvoir actuel, mais tout le système, bien avant l'indépendance, a toujours utilisé la carte de régionalisme. Quand je parle du système, donc avant la Révolution, c'était beaucoup plus des luttes qui étaient basées sur ce régionalisme. Donc aujourd'hui, il y a ce devoir de regarder cette question d'une manière sereine, d'une manière dégagée de tout sentiment. Donc, comment on est arrivé là? Donc, moi, je pense qu'il y a une part de responsabilité du pouvoir qui a utilisé cette carte. J'avais parlé de drapeau amazigh pendant le Hirak. Et ça n'enlève en rien de la gravité de cette bêtise, de cette folie humaine qui est ce projet du MAC, cette dérive, cet extrémisme que je déplore et bien sûr que je dénonce aussi parce que il est en contradiction, comme je l'avais dit, en contradiction avec notre histoire. À travers toute l'histoire de la Kabylie, elle s'est toujours battue pour la construction d'une société algérienne, nord-africaine, qui est une société qui va englober toutes les populations de cette région du monde dans une harmonie. Et le régime n'a jamais réussi à mettre devant le peuple algérien un projet de société qui répond à ses aspirations, un projet où l'unité nationale serait sur la base d'une société qui vit dans une harmonie, dans une ambiance avec toute la diversité, avec toutes les différences dans la culture, dans la langue, dans les idées, dans les coutumes et même dans les différences religieuses. Donc, on a vu un régime qui a tout fait, bien au contraire, pour mettre en évidence ces différences et faire de notre diversité, au lieu que ce soit une richesse, elle devient un handicap, elle devient un impossible, entre guillemets, un impossible vivre ensemble. Et c'est ce qui mène aujourd'hui à ce qu'on est face à des extrémistes de part et d'autre. Il y a ceux qui se sont versés dans le séparatisme, dans cette bêtise, cette folie d'un homme. Et puis de l'autre côté, on a tout un autre mouvement, même qui ne dit pas son nom. Certains les appellent Novembre Inbedissien, les autres l'opération Zéro Kabyle. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui, de temps en temps, donc des discours haineux envers la Kabylie, une stigmatisation de la Kabylie, et le pouvoir en place était en train non seulement de regarder, de laisser faire, mais parfois essayer de capitaliser ça pour maintenir le pouvoir. Donc aujourd'hui, le deuxième devoir, c'est d'essayer de regarder où est-ce que ça va nous mener. Mais en tout cas,
En tout cas, quelle occasion qui est tombée du ciel pour le pouvoir, encore une fois, de trouver le prétexte, de Merci. verrouiller encore plus, d'instaurer un climat de répression encore plus important, donc que ce soit en Kabylie ou ailleurs, donc parce qu'on a trouvé, la carte aujourd'hui qu'on peut brandir contre tout militant. Donc ça va encore aggraver la situation de liberté dans notre pays. Merci Azdine Toumi. Yatek Saha. Merci d'avoir accepté cette invitation. À une prochaine fois, Azdine. Merci. نعم الحيث على حرية التعبير والرأي والحريات الأكاديمية يعني كل الحريات الديمقراطية وبطبيعة الحال طرقت لمسألة سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين ورئيس الجمهورية قال أنه هو يقدر يمارس صلاحيته والسلطة نتاعه في العفو الرئاسي عندما يكون الحكم نهائي. فأنا ذكرته أنه على الأقل 3 مرات هو خدا قرارات سيادية وهذه من صلاحيته بالإفراج عن معتقلي الرأي حتى ما كملوش محكوميتهم أو بعض منهم ما تحاكموش ما تحاكموش حتى وبعد ولاو يحاكموا على برا ويعني المفروض انه هذا الاحكام يعني بالسجن بالحبس يعني ما لازمش تكون يعني بهذه السهوله. Rachid. Allô? Oui, je t'écoute, je vous entends. Bonsoir Rachid Hassani. Alors, ma question à Rachid Hassani, vous en tant que RCD, donc Parti National, très implanté en Kabylie surtout, bon, bien sûr en Algérie, votre réaction par rapport à cette histoire du MAK, d'une république kabyle? Le RCD a eu déjà à s'exprimer, son président Ahmed Mazouz a eu à s'exprimer sur cette question. Pour nous d'abord, il faut rappeler que, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes un parti agréé, un parti national, un parti qui a pour vocation et qui a inscrit dans ses objectifs primordiaux et la priorité de ses objectifs, c'est la consolidation et la construction de l'unité nationale. La préservation du territoire, l'intégrité nationale, l'intégrité du territoire national. Ça, c'est l'objectif suprême du parti, bien sûr, en plus de militer pour l'instauration d'un état de droit, d'une justice indépendante, de l'égalité des sexes, de la démocratie véritable, de l'alternance au pouvoir d'une manière pacifique. Tout ça, ce sont les objectifs du RCD, bien sûr, avec une économie forte et aussi la laïcité, donc les principaux objectifs du parti, mais qui sont des objectifs à caractère national et non à caractère régional. Concernant donc cet événement, au supposé événement qu'on a voulu faire de ça un événement, alors qu'en réalité il n'y avait rien du tout, parce que ce mouvement en fait propose une solution qui n'est pas réalisable, qui ne peut pas être mise en pratique. Pour nous, en tout cas, RCD, nous considérons que c'est une chimère, c'est plus une réaction qu'une réflexion stratégique, où on peut dire que c'est une fausse solution à un véritable problème, parce que le problème aujourd'hui de l'Algérie, c'est un problème de démocratisation, c'est un problème d'un régime autoritaire, c'est un problème d'absence de démocratie, c'est un problème donc de mal-vie des Algériens. Ce n'est pas un problème, donc ethnique, c'est pas un problème géographique, c'est tous les Algériens qui subissent justement la dictature de ce pouvoir. Par contre, effectivement, il faut essayer de voir de plus près pourquoi en étant arrivé là, parce qu'il y a aussi des agissements, des comportements, il y a ces velléités de stigmatisation et de marginalisation identitaire d'une région tout entière. Donc, je pense en tout cas pour le RCD, il faudrait que
nous revenions à la raison. Il faudrait que ce pouvoir revienne à la raison pour discuter de toutes les questions qui concernent le peuple, qui concernent l'Algérie, qui concernent l'avenir du pays, et notamment les questions de la liberté d'expression, de la liberté politique et de la démocratie. En tout cas, RCD, nous pensons que justement, Rachid Hassani, par rapport à la raison, vous parlez de la raison. Est-ce que c'est raisonnable justement que tous les détenus doivent passer par cette case de grâce présidentielle? Il faut donc envoyer une lettre, demander, etc., attendre la clémence du président, ou tout simplement aller vers une amnistie générale comme beaucoup l'ont sollicité? Oui, c'est vrai, ça peut être un mécanisme, l'amnistie, mais en tout cas, RCD, nous avons la conviction profonde, ils l'avons exprimé et dénoncé en leur temps les arrestations qui ne sont pas justifiées, ce sont des arrestations arbitraires. Et je disais tout à l'heure que le seul moyen pour se munir des dangers qui guettent notre pays, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est l'instauration d'une véritable démocratie, c'est la permission au peuple algérien de s'exprimer, de travailler selon la loi, c'est la permission donc au syndicat de travail, c'est la permission de l'expression libre des Algériens. Donc effectivement, aujourd'hui, le RCD réitère encore son appel à la libération inconditionnelle de tous les détenus politiques et d'opinion, parce que leur place n'est pas en prison. L'Algérie aujourd'hui, justement, doit justement permettre aux Algériens de s'exprimer librement dans le cadre qui est le nôtre, qui est dans le cadre des lois, dans le respect de chacun, mais les Algériens doivent justement éviter que des Algériens aillent dans ce genre d'aventure, dans ce genre d'extrémisme. Aujourd'hui aussi, nous, au RCD, notre désolation et nous dénonçons en tous les cas ces libérations sélectives. En tout cas, nous nous réjouissons en tout cas de toute libération de quelqu'un qui est incarcéré pour ses opinions, mais en tout cas, nous dénonçons la sélectivité de ces libérations, et donc nous exigeons, nous appelons, nous réitérons notre appel à la libération de tous les détenus politiques et d'opinion, parce que leur place est parmi leurs familles, leur place est parmi leurs partis, leur organisation, pour qu'ils puissent justement contribuer, agir en faveur de la construction de l'Algérie. Voilà la position, en tous les cas, du RCD. Nous espérons que d'ici la fin de l'année, au début de l'année 2026, que des mesures soient prises pour un peu essayer de tourner la page de toute cette répression, de toutes ces violences, de toutes ces incarcérations arbitraires. Voilà ce que le souhait du RCD, pour que nous puissions, en tout cas, pour l'année 2026, c'est d'envisager, d'entrevoir des issues beaucoup plus politiques que militaires à la crise algérienne, l'impasse dans laquelle nous sommes. Rachid? Oui, je t'entends. Oui, une dernière question à Rachid Hassani. Donc, par rapport à cette grâce justement accordée à Belrit, qu'on a appris ce matin à travers, justement, via le quotidien Al-Khabar, qu'il aurait envoyé une lettre à Abdelmajid Tebboune, là où il s'est excusé, et il a même pris conscience de tout ce qu'il a écrit et qu'il ne referait plus jamais ce genre de faute. Enfin, c'est une bonne chose que des gens se rendent compte qu'ils ont failli, qu'ils ont dérapé. En tous les cas, le problème de Belrif est un peu spécial, parce qu'à partir du moment où il représente un courant qui est très dangereux pour la stabilité du pays, un courant qui est un courant négation de l'identité, de l'histoire millénaire. Ce sont des fossoyeurs de l'histoire de l'Algérie. Donc l'État, à travers Belrith, doit mettre en place des mécanismes, justement, que ce soit à l'école, que ce soit dans les médias, que ce soit dans l'espace public, pour essayer d'empêcher justement ce genre de discours haineux, de discours falsificateurs de l'histoire. Il faudrait que l'État mette les moyens pour que l'école en véritable histoire de
C'est le seul moyen de se prémunir des dangers qui guettent l'Algérie. C'est le seul moyen de consolider la cohésion nationale, l'unité nationale. Et c'est le seul moyen de permettre aux Algériens de vivre dans la diversité, d'exprimer leurs divergences dans le calme. Mais en tout cas, l'histoire de l'Algérie doit être enseignée d'une manière correcte, d'une manière permettre justement aux Algériens de connaître d'où ils viennent, d'où est-ce qu'ils viennent, et permettre aux Algériens justement de débattre pour qu'ils sachent où est-ce qu'ils vont y aller. Voilà toute la question. Donc, ce discours haineux, justement, l'État doit essayer d'être plus j'allais dire, sévère sur ce genre de dérapage, sur l'histoire de l'Algérie, sur tout ce qui fait justement les éléments de l'unité nationale pour éviter, comme nous l'avons dit, comme nous l'avons vécu cette semaine, pour éviter à ce que des Algériens aillent dans une aventure périlleuse et dangereuse pour le pays. Voilà. Merci Rachid Hassani, une prochaine fois. Merci à Adel Bouchadguine, merci à Zdine Toumi. Merci à vous toutes et à tous. On arrive à la fin de cette émission. Qima Dinana, à demain, Inch'Allah.